Dramatique carambolage sur l'autoroute A13 près de Rouen, 9 morts et 60 blessés. Le gouvernement relance les zones d'éducation prioritaires afin d'améliorer l'enseignement dans les quartiers dits difficiles. La compagnie française Total signe un accord avec l'Iran. Les Américains brandissent la menace de sanctions. 2 études scientifiques semblent confirmer que la maladie dite de la vache folle a bien été transmise à l'homme par voie alimentaire. Mikhaïl Gorbatchev est en France pour présenter ses mémoires. L'ancien numéro 1 soviétique sera tout à l'heure l'invité de notre journal. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Le brouillard a provoqué une série de carambolages ce matin sur l'autoroute A13 à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Rouen. Le tout dernier bilan fait état de 9 morts et de 63 blessés hospitalisés. Reportage Agnès Varamian, Pierre Moscovitch. Voilà ce qu'il reste du premier carambolage. C'est ici que le bilan est le plus lourd. En fait, 3 camions se sont percutés. Le premier chargé de cartons d'emballage, un deuxième de produits alimentaires, le troisième, un camion-citerne, était à vide de ses hydrocarbures, mais non dégazé. Sous le choc, ce fut l'explosion et le feu pendant plusieurs heures. Les premiers secours, ici, les pompiers ont eu de la peine à accéder au lieu de l'accident, car en sens inverse, les curieux avaient aussi provoqué un carambolage. 160 secouristes ont d'abord dû désincarcérer conducteurs et passagers des véhicules. Certains s'en sortent sans dommage. Je sais que j'ai été percutée par l'arrière, c'est tout. Moi, je suis là-bas, dans le champ. Vous avez été projeté par un autre véhicule? Un autre véhicule, oui. Il est là, le véhicule. Et on dirait une boîte de conserve. On entendait, on voyait pas, hein. On voyait rien de toute façon. On a entendu, ça on entendait des chocs, les chocs, c'est atroce ça par contre. Circulant sur la voie de droite, cet homme s'est retrouvé sur la barrière centrale de l'autoroute après avoir été percuté. Premier choc arrière et un deuxième choc sur le côté en fait. Voilà. Mais je suis vivant. Ce matin, le brouillard était épais sur la 13. Visibilité 20 à 30 mètres maximum. La brume ne se lèvera d'ailleurs qu'en début d'après-midi. Sur 2,5 km, c'est un amas de tôle. Derrière ce poids lourd se sont encastrés un car et des véhicules. Le chauffeur routier, comme d'autres, met en cause la vitesse. Les gens, ils sont tous à moitié cinglés maintenant, alors ils roulent tous comme des fadas. Et c'était le cas ce matin? Ah oui, sûr, oui, parce que nous, ça faisait au moins 1 kilomètre qu'on roulait en feu de détresse, et puis avec les warnings et tout ça, pour avertir qu'il y avait quelque chose, tout le monde doublait quand même, alors. Vous êtes en colère? Bah plutôt, oui. Plusieurs heures, les personnes indemnes ont attendu leur évacuation sur le bord de la route. 5 médecins et psychiatres ont été détachés au plus vite pour faire raconter aux survivants, aux témoins, l'accident, pour les soulager aussi de leur frayeur. Nous retrouvons tout de suite en direct Patrice Romden. Patrice, bonsoir. Est-ce qu'on connaît ce soir les causes très précises de cet accident, de ces carambolages successifs? Bonsoir Bruno. L'enquête a été confiée au parquet de Bernay. C'est à lui qu'il appartient maintenant de déterminer les causes de ces carambolages. Néanmoins, d'ores et déjà, les gendarmes avancent une hypothèse et il s'agit une nouvelle fois du cocktail explosif, de la vitesse et du brouillard. Ce matin, le centre d'information routière le confirme, la visibilité n'excédait pas 30 à 40 mètres, parfois elle était de 20 mètres et dans ces conditions, les voitures auraient dû rouler avec leur feu et auraient dû surtout s'abstenir de dépasser une vitesse de 40 km/h. Ça n'a pas été le cas. Beaucoup de gens nous ont confirmé qu'ils roulaient à 60, 70, parfois 80 km/h. On le voit derrière moi, les opérations de déblaiement continuent. Elles vont se poursuivre une bonne partie de la nuit dans la mesure où on aborde un moment assez délicat. Le procureur parlait tout à l'heure de 6 morts, mais il y a encore 2 carcasses de voitures calcinées derrière moi et les sauveteurs ne savent pas s'il y avait 1, 2 ou 3 occupants à l'intérieur. Ce sont donc les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle basé à Rosny-sous-Bois qui vont entrer en scène. On les attend d'ici 1 heure ici. Et ils vont pouvoir procéder à l'identification et, le mot est terrible, mais ce soir c'est la vérité, à la reconstitution des corps. Merci Patrice. En Haute-Marne, le corps découvert par un chasseur hier semble bien être celui de la petite Corinne Fréclin, une fillette de 9 ans disparue depuis le 14 juin. L'autopsie pratiquée demain devrait être décisive, mais les effets vestimentaires ont d'ores et déjà été reconnus par la famille. Sur place, Florence Bouquilla, Jean-Paul Mioto. Un bout de chemin de terre qui s'évanouit dans une ancienne carrière, un bouquet d'arbres isolé au milieu des champs. C'est ici qu'un corps d'enfant en état de décomposition avancée a été retrouvé hier matin par un chasseur. J'ai pénétré donc dans un petit bois qui se situe le long de la route de la Ville-aux-Bois, entre Verbiel et la Ville-aux-Bois.
Et là, j'ai découvert donc une personne qui était décédée, quoi. J'ai vu des tennis d'un enfant. Les enquêteurs de la police judiciaire de Dijon en sont presque sûrs. Cet enfant est Corinne, disparue depuis le 14 juin dernier. Son père a formellement reconnu les baskets et le bracelet de sa petite fille de 9 ans. Mais il faut encore attendre demain les résultats de l'autopsie du corps pour avoir une totale certitude. Des analyses vont être effectuées à partir des prélèvements opérés sur place et des prélèvements qui seront opérés pendant l'autopsie. Et ces analyses permettront à la fois de dater le décès, nous l'espérons d'identifier ce corps et, si possible, de déterminer la cause de la mort. C'est ici, tout près de sa maison, dans le centre-ville de Chaumont, que la petite Corinne a été vue pour la dernière fois, il y a plus de 3 mois. Début juillet, un homme, l'ancien ami de la mère de Corinne, a été mis en examen et écroué. Cet homme nie toute responsabilité dans la disparition de l'enfant. Mais les analyses d'ADN, aujourd'hui rendues possibles grâce à la découverte du corps, feront sans doute la lumière sur son éventuelle responsabilité. À Poitiers, les responsables du centre hospitalier universitaire ont envoyé un courrier à quelques 250 personnes opérées depuis le 1er juin par un médecin séropositif afin de leur proposer un test de dépistage du sida. Les risques de contamination sont quasi nuls, mais cet hôpital a voulu jouer la transparence. Reportage François Privat, Philippe Dumail. J'ai eu un membre de l'équipe chirurgicale qui aurait une infection du sida. Et on demande à être contacté par vous. Oui. Une quarantaine d'appels cet après-midi à la cellule de crise du CHU de Poitiers. Les responsables de l'établissement hospitalier viennent d'apprendre qu'un chirurgien stagiaire qui travaillait en permanence depuis novembre 1996 était porteur d'une tuberculose pulmonaire et d'une infection par le VIH, le virus du sida. Même si le risque de contamination est voisin de 0, et j'insiste bien sur ce point, je le souligne de 2 traits, nous avons souhaité quand même alerter tous les malades. Nous leur recommandons de se faire le test du dépistage du sida, le test pour la tuberculose également, et nous avons ouvert un numéro vert. Le 0800 00 03 85 est accessible tous les jours de 8h30 à 18h30. Il concerne en priorité 250 patients prévenus par courrier qui ont séjourné entre mai et septembre 1997 dans le service de neurochirurgie. Il n'y a pas de panique particulière, hein. C'est pas la première fois. Là, on en parle beaucoup parce qu'il y a effectivement un grand nombre de personnes touchées et puis qu'il y a l'aspect émotionnel lié au VIH, hein, qui ne doit pas masquer le reste. Mais que les gens de l'hôpital soient en contact en permanence avec des bactéries, ça fait partie de leur quotidien et voilà, on assume. Au CHU de Poitiers, on revendique la transparence. Un maximum de précautions doivent être prises contre les infections nosocomiales, en clair, les infections acquises en milieu hospitalier. Ségolène Royal, le ministre délégué à l'enseignement scolaire, a présenté aujourd'hui son plan de relance des ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Ces zones avaient été créées par Alain Savary au début du premier septennat de François Mitterrand, afin de, pour reprendre la formule, donner plus à ceux qui ont moins. Le ministère de l'Éducation a décidé d'engager des moyens budgétaires supplémentaires, notamment 1300 postes de personnel non enseignant. C'est en effet l'une des caractéristiques de ces ZEP. Les directeurs sont déchargés des cours afin de pouvoir s'occuper à plein temps de la bonne marche de leur établissement. Reportage à Saint-Omer, Chantal Kimerlin, Rémi Poissonnier. Un bureau vide, 5 jours sur 6. Mais où est le patron? Donc, une leçon d'orthographe, dans sa classe de CM2, bien sûr. À la tête d'une école de 170 élèves, le directeur doit cependant continuer à enseigner. Et enseigner en ZEP, cela signifie, pour Marcel Baquet, affronter de grandes difficultés. Vous écoutez, vous attendez. Vas-y, madame. Était tout part. Même ce sentier semblait qu'une longue distance. Oui, attends. En dernière année de primaire, le quart des élèves de cette classe n'a pas vraiment acquis ni la lecture ni le calcul. Le maître aurait besoin de tout son temps pour les remettre à niveau, mais... On se tait quand je suis au téléphone. Allô? Mercredi, ce n'est pas possible. Double fonction, multiples outils, la craie dans une main, le portable dans l'autre. Le directeur d'école essaie de faire face. Bon, on reprend, excusez-moi. Allez-y, reprends, Julie. C'est difficile à gérer. Soit
je néglige mon travail de directeur, soit je néglige mon travail pédagogique d'instituteur. Et là, ça peut être grave pour les enfants. 28 élèves dans certaines classes, beaucoup de problèmes familiaux sur la cité, 40% de chômage, autant de mères seules. Avoir un vrai directeur à temps plein, comme le promet aujourd'hui le ministre, c'est ce qu'on attend ici. Et avec les associations de quartier, avec tout ça, ça permettrait un contact plus facile avec l'extérieur. Va à ta place. Nommé depuis un mois, ce directeur d'école prend à cœur son métier, jusqu'à surveiller chaque jour la cantine et l'hygiène alimentaire des enfants. Entre ses cours et ses responsabilités, il consacre jusqu'à 10 heures par jour à l'école. Mais jusqu'à quand tiendra-t-il le rythme? Sérieux bras de fer économico-diplomatique entre Français et Américains. La compagnie pétrolière Total a en effet défié les États-Unis en signant un accord avec l'Iran, accord pour le développement d'un gisement gazeux sous-marin, un investissement estimé à 12 milliards de francs. Washington a immédiatement brandi la menace de sanctions, l'Iran étant considéré comme un État terroriste. Éric Monnier. C'était dimanche dernier, dans la soirée à Téhéran. Thierry Desmarais, le président de Total, c'est lui, paraphait le contrat donnant à la compagnie pétrolière française accès au gaz iranien. Un bien beau gisement en vérité que celui du South Parsfield, au beau milieu du golfe arabo-persique. À terme, il devrait produire 20 milliards de mètres cubes par an, la moitié de la consommation française. Un trésor que Total partagera avec ses deux partenaires, le russe Gazprom et le malaisien Petronas. Des images d'entente cordiale franco-iranienne que la télévision de Téhéran a fournies au monde entier généreusement et même malicieusement. Car l'accord constitue un camouflet politique pour le grand ennemi, les États-Unis. Et d'abord, pour cet homme, le sénateur républicain Alphonse D'Amato, le parrain d'une loi votée au Congrès l'année dernière qui interdit ce type d'investissement en Iran ou en Libye, accusés de soutenir le terrorisme. Une loi américaine censée s'appliquer au monde entier, sous peine de sanctions économiques. En français dans le texte, un diktat. Dans la tour Total à la Défense, on n'a pas décidé de mettre les pieds dans le plat tout seul. L'état-major du groupe pétrolier a reçu le feu vert de la Commission de Bruxelles et du gouvernement français. Les Européens, les Canadiens, l'ensemble de la communauté internationale considèrent que la loi américaine, c'est une loi américaine, mais que ce n'est pas la loi internationale. Côté américain ce soir, c'est l'intransigeance. Investir dans l'exploration ou le développement des gisements gaziers en Iran, c'est pour nous très clair. C'est encourager un État qui soutient le terrorisme. Bluff ou menace, l'affaire dépasse désormais le contrat Total. Personne ne sait ce soir si les États-Unis iront jusqu'au bout, au risque de rallumer, 3 ans après le GATT, la guerre commerciale entre l'Europe et l'Amérique. Inondation meurtrière au Maroc. Plus d'une quarantaine de personnes ont péri noyées la nuit dernière à 30 km de Meknès, mais le bilan pourrait atteindre une centaine de victimes, selon certains témoignages. En Indonésie, 48 des 234 victimes de l'accident d'avion survenu vendredi dernier ont été enterrées aujourd'hui au cours de funérailles collectives. Il s'agit de 48 victimes non identifiées. Pour l'instant, les causes exactes de cette catastrophe ne sont pas encore déterminées car les boîtes noires n'ont pas été retrouvées. L'hypothèse la plus vraisemblable restant celle d'une mauvaise visibilité consécutive aux feux de forêt qui ravagent actuellement l'Indonésie. En Algérie, la presse révèle 2 nouveaux massacres dont ont été victimes une trentaine de civils, dont 11 institutrices égorgées après avoir été arrêtées à un faux barrage routier. D'autre part, une vaste opération militaire semble actuellement être menée dans la région où ont été perpétrées d'autres tueries, notamment celle de Raïs, où près de 300 habitants ont trouvé la mort. Reportage de nos envoyés spéciaux, Thierry Tuillier, Mohan Ouadji. Regardez, ils ne m'ont rien laissé. Ici, c'était la place de ma mère. Ils ne m'ont rien laissé. Je n'ai plus que Dieu. La vie de Faoudia s'est arrêtée dans la nuit du 27 au 28 août. Sa mère trop âgée n'a pu suivre sa fuite. Elle a été égorgée, la maison familiale brûlée. Les survivants de Raïs, une petite ville à 15 km du centre d'Alger, sont encore sous le choc. Ils témoignent pour la première fois. Que nous disent-ils? Que les assaillants étaient une centaine, qu'ils portaient des treillis militaires pour faire croire qu'ils étaient de l'armée. Surtout, nous apprenons que les rescapés connaissaient depuis des années ce groupe armé. Avant, les terroristes venaient ici racketter la population, demander de l'argent, de la nourriture. Si. Ils demandent de l'argent, ils mangeaient. Avant. Mais, déjà pour la preuve, les terroristes sont de la région.
Témoignage confirmé par Faoudzia. Raïs, autrefois fief du fils, a cru dans ces groupes hostiles au pouvoir. Avant, tous les gens étaient de leur côté. Mais quand ils ont vu que ces individus n'étaient pas justes, que c'était des égorgeurs, ils se sont éloignés d'eux. Il y a un peu plus d'1 an, Raïs s'oppose aux raquettes des bandes armées et hisse sur le toit de ses maisons le drapeau national. C'est un signal. Raïs demande en fait la protection de l'armée, mais la nuit du massacre, le poste d'une vingtaine de militaires installés dans la périphérie n'intervient pas ou presque. Ce témoin raconte que quand les femmes et les enfants ont rejoint les militaires, il les a suivis jusqu'à la caserne. Les terroristes continuaient à brûler les maisons, puis il ajoute que seuls 2 soldats l'ont accompagné lorsqu'ils ont décidé de contre-attaquer. Impuissance ou passivité, la question est posée. Les autorités répondent que le terrain était miné, que les militaires étaient en infériorité numérique. Mais pourquoi les renforts ont-ils tant tardé alors que le massacre a duré 4 heures et que la région est l'une des plus militarisées du pays? La crise de la vache folle suite aux informations selon lesquelles des milliers de tonnes de viande de bœuf britannique seraient exportées illégalement sur le marché européen. On a appris aujourd'hui que le parquet de Paris avait ouvert début août une seconde information judiciaire portant précisément sur des filières d'importation clandestine. Alors que les camions embarquant à Douvres en Angleterre étaient soigneusement inspectés, aujourd'hui peut-être davantage que d'habitude, un député belge du Parlement européen a enfoncé le clou en accusant les instances européennes de fermer les yeux sur ce trafic. Sur le plan médical, cette fois, un pas très important semble avoir été franchi grâce à 2 études publiées par la très sérieuse revue britannique scientifique Nature. L'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine, aurait été transmise à l'homme par voie alimentaire, la souche du prion responsable de l'ESB étant identique à celle provoquant une variante de la maladie dite de Creutzfeldt-Jakob. Précision Jean-Daniel Flézaké. C'est de ce laboratoire d'Édimbourg qu'est venu aujourd'hui un élément déterminant dans la recherche sur les liens entre la maladie de la vache folle et la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une affection mortelle qui a déjà touché 20 personnes en Grande-Bretagne et 1 en France. Dans la revue Nature, les chercheurs britanniques racontent qu'ils ont inoculé à des souris les agents responsables de la maladie bovine et de la maladie humaine. Quelques centaines de jours plus tard, grâce aux résultats, ils peuvent affirmer que la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est causée par le même agent que celui de la vache folle. Sous le microscope, en effet, les dégâts dans les cerveaux des souris sont identiques, que ce soit le prion de la maladie humaine ou de la maladie bovine qui ait été injecté. Aujourd'hui, la maladie animale est en voie d'extinction. Les farines sont interdites depuis longtemps et les troupeaux malades ont été abattus. Mais on n'a toujours aucun moyen de prévoir ce que sera l'étendue de la maladie humaine. Il n'y a qu'une chose à faire, attendre et observer. La seule chose à faire, c'est de surveiller, de renforcer la surveillance épidémiologique qui a déjà été lancée, de lui donner plus de moyens, car il faudra attendre encore plusieurs années pour savoir si l'épidémie est à son maximum, ou bien si elle est en train de se développer. En brisant à plusieurs reprises l'embargo, les Britanniques ont réveillé les craintes des consommateurs. Des craintes compréhensibles, mais aujourd'hui, le risque de contamination est quasiment nul. Un jeune homme qui avait utilisé son chien Rottweiler pour commettre 3 agressions a été condamné par le tribunal d'Evry à 5 000 francs d'amende et surtout à la confiscation de l'animal. Au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, un adolescent a été interpellé dans le cadre d'une enquête sur l'agression d'un autre adolescent mordu par un chien également de race Rottweiler. Demain, le député socialiste Georges Sarr doit remettre au ministre de l'Intérieur un rapport qui devrait servir de base à une nouvelle législation sur les chiens dangereux. Reportage Mathieu Huchet, Frédéric Dupuis. Le Rottweiler, très à la mode depuis 2 ans, ses ventes ne cessent d'augmenter. Son prix, de 4 000 à 6 000 francs. Adorable nounours chiot, adulte, sa forte mâchoire en fait un chien de défense, capable d'obéir à la voix de son maître, comme ici. Mais abandonné et rendu agressif, le Rottweiler peut s'avérer dangereux. Sur le trottoir de Blanc-Ménil, un jeune adolescent a eu les 2 bras déchiquetés par un animal de la même race, un drame devenu banal et qui provoque l'exaspération des élus. Moins d'imaginer qu'il y a au moins un agent dans chaque rue de Blanc-Ménil ou autre pour savoir s'il y a un animal qui est errant, ce qui est pratiquement impossible. On a besoin de citoyenneté, c'est-à-dire on a besoin que les personnes nous signalent que tel ou tel animal rôde ou se promène sans laisse, sans muselière ou autre dans la ville pour pouvoir réagir.
Pour éviter de nouveaux drames, le député Georges Sarr doit remettre un rapport sur les chiens dangereux au ministre de l'Intérieur demain matin. Il préconise d'alourdir les sanctions déjà existantes pour imposer le port de la laisse et de la muselière. Autre point, éradiquer l'importation de races non reconnues comme les pitbulls venus des États-Unis pour tenter de limiter le marché clandestin. Enfin, certains délinquants condamnés par la justice auraient également l'interdiction de posséder ces chiens molossoïdes. Les bergers du Haut-Pays niçois, à la tête d'un troupeau de quelques 2000 moutons, ont envahi ce matin la promenade des Anglais pour protester contre le désastre économique engendré, selon eux, par le retour des loups dans le Mercantour. Manifestation appuyée par un certain nombre d'élus locaux. Les bergers affirment avoir perdu 2000 bêtes au total, soit l'équivalent du troupeau qui a défilé aujourd'hui sur la promenade des Anglais. Certains leur reprochent de crier aux loups, en oubliant de préciser qu'ils sont indemnisés. Après la mort de l'ours Melba, tué par un chasseur pyrénéen, une autopsie a été pratiquée aujourd'hui pour déterminer précisément les circonstances de la mort du plantigrade. Sur place, une équipe scientifique tente de localiser les oursons. Reportage Muriel Lassaga et Gilbert Ruzan. C'est des endroits favorables, quoi. Comme le temps est sec, là, c'est les seuls endroits où on peut trouver des traces, c'est des endroits comme ça. Nous sommes dans le massif où un des oursons a été aperçu hier par un chasseur. Depuis la mort de Melba, Pierre-Yves et Daniel, membres de l'équipe de suivi scientifique, ont pour mission de porter secours aux oursons. Objectif principal, fournir en abondance de la nourriture sur les sites de passage, comme par exemple du miel, du maïs, des carcasses d'animaux ou encore ceci. C'est de l'aliment pour chiens, comme vous pouvez le voir. On tente ça, on teste ça, puis c'est très riche aussi au niveau nutritif, donc ça peut être intéressant si les animaux prennent l'habitude d'y venir. Ils peuvent se débrouiller seuls, là. Il y a de nombreux exemples en Europe où on a des cas similaires, où la mère a été tuée avec des oursons de cet âge-là, et qui ont pu survivre, passer l'hiver seuls. En revanche, rien ne permet d'affirmer qu'il y aurait bien 3 oursons dans la montagne, l'équipe n'ayant aucune trace du 3e depuis la mi-juillet. Après leur éventuelle capture, les oursons devraient être laissés en semi-liberté dans un parc, une décision qui ne changera rien à une question de plus en plus présente. Fallait-il réintroduire ces ours dans des zones d'activité ? C'était bien clair depuis le début, les chasseurs peuvent évoluer dans la zone de présence des ours. L'ensemble des activités humaines, il n'est pas souhaitable de les arrêter. Les Pyrénées, ce massif doit vivre et doit rester épanoui, ne doit pas être transformé en réserve d'Indiens. Malgré ce coup porté au programme de réintroduction des ours, son avenir ne semble pas menacé. Mais sans doute faudra-t-il le modifier. Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev ont été les invités d'un déjeuner officiel offert à l'Assemblée nationale par le président de la Commission des Affaires étrangères, Jack Lang, qui a ensuite décoré son hôte des insignes de commandeur des arts et lettres. L'ancien numéro 1 soviétique est actuellement en France pour présenter ses mémoires sous-titrés « Une vie et des réformes », un ouvrage publié aux éditions du Rocher. Avant de retrouver Mikhaïl Gorbatchev en direct de l'hôtel Meurice à Paris, je vous propose de revenir en images en compagnie de Gilles Rabin sur le destin de l'ancien président, particulièrement déçu par son très médiocre score lors de la dernière élection présidentielle. C'était l'an dernier, pendant les dernières présidentielles russes. Gorbatchev faisait campagne et partout où il allait, le choc était rude. Il lui en fallait du courage car il savait n'avoir aucune chance d'être élu. Il savait que dans son pays, son impopularité est presque inversement proportionnelle à l'estime dont il bénéficie en Occident. C'est qu'à l'Ouest, on retient de Mikhaïl Gorbatchev, un apparatchik modèle jusqu'à son arrivée au pouvoir, qu'il a voulu démocratiser le système soviétique, qu'il a arrêté la guerre en Afghanistan, qu'il a permis la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne, qu'il a mis fin à la guerre froide et lancé le plus vaste désarmement de l'histoire. En Russie, il est loin le temps où le moindre déplacement de Mikhaïl Gorbatchev suscitait l'enthousiasme des foules. Le premier secrétaire du parti avait alors la certitude de maîtriser son destin et celui de son pays. Il verra ses réformes entravées, l'une après l'autre, l'Union soviétique se désintégrer, parfois dans les larmes et le sang, comme au Karabakh, en Géorgie ou dans les pays baltes. Le putsch d'août 91 sonnera le glas de l'empire des soviets et la fin du règne du dernier tsar rouge. Il devra partir et laisser la place à son ancien allié, devenu son rival le plus acharné, Boris Yeltsin. 6 ans après, pour les néo-communistes, Gorbatchev est un traître, pour les autres, il reste un communiste.
6 ans après, la Russie offre un visage si différent qu'elle donne parfois l'impression d'avoir changé de siècle. Là aussi, au prix de très grandes souffrances et de millions laissés pour compte. Aujourd'hui, non, Gorbatchev ne représente plus rien en politique. Il est comme une fleur fanée. Pour tous, Gorbatchev fait désormais partie de l'histoire. En direct avec nous de l'hôtel Meurice à Paris, Mikhail Gorbatchev, bonsoir. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une fleur fanée, comme on vient de l'entendre? Est-ce que l'idée d'abandonner la politique vous a effleuré? Bonsoir. Non, non. Je pense que c'est une invention des journalistes et que ce n'est pas la seule. Samedi, Jacques Chirac était à Saint-Pétersbourg et il a appelé les jeunes Russes à consolider la démocratie dans ce pays. Or, vous dénoncez les chefs d'État occidentaux, à commencer par Jacques Chirac, qui, selon vous, ferme les yeux sur la situation actuelle de la Russie. Il ne faut pas soutenir la politique de Boris Eltsine? Je pense que l'Occident, quelquefois, entreprend des pas qui peuvent surprendre des gens capables de réfléchir. Et la Russie se pose la question, est-ce qu'une pareille position ne donnerait pas de nouvelles chances aux communistes? Lesquels communistes voudraient bien dire, regardez donc l'Occident excuse tout au régime actuel, aussi bien la Tchétchénie, aussi bien que la fusillade des parlements. Donc, le problème est que ce régime existe en Russie et touche aux intérêts vitaux des Russes, des citoyens, et que c'est notre gouvernement, et voilà pourquoi nous considérons que le verdict sera porté, sera fait, ce qu'on doit faire donc avec ce gouvernement. Après les attentes, après les espoirs que Eltsine et que son équipe ferait quelque chose de taille et qu'il pourrait tirer des conséquences concernant la première étape des réformes, au terme desquelles uniquement 10% des Russes en ont tiré des bénéfices et pas les autres, donc ça ne convient pas. Et ma conclusion est que cette équipe, ce régime doit partir. Ils ont l'expérience, ils veulent garder le pouvoir, mais chaque fois qu'ils détiennent le pouvoir, ils ne savent pas que faire de la société russe. Et l'attente qu'après les élections passées viendraient des changements dans la politique n'ont pas été justifiés. Voilà pourquoi la question est la suivante. Ce régime, incapable de se réformer, doit partir. Mikhail Gorbatchev, vous avez dirigé l'URSS à une heure tout à fait cruciale. Alors d'un mot, quelle est l'action quand vous étiez au Kremlin dont vous restez le plus fier et quelle est l'action dont vous êtes le moins fier quand vous étiez à la tête de ce pays? Eh bien, moi, je ne m'occupe pas de telle catégorie, si j'en suis fier ou si je n'en suis pas fier. J'analyse la situation passée, la situation actuelle. Actuellement, je donne des appréciations politiques aussi bien à mes propres actions, actes qu'aux dirigeants actuels. Concernant le passé, je voudrais dire que nous avons réussi à régler bien de choses qui détermineraient le cours, la situation de la Russie en Europe et dans le monde. Tout ce qui concerne la politique extérieure, nous avons réussi à repousser le danger de la guerre, nous avons réussi à entamer le désarmement, nous avons réussi également à liquider les murs, les rideaux, et nous avons ouvert la possibilité à la coopération, aux échanges. C'est une bonne chance. C'est la première chose, il faudrait donc le porter au crédit de ceux qui ont œuvré et qui ont réussi ceci. Deuxièmement, en ce qui concerne la Russie n'est plus un pays totalitaire, elle a obtenu la liberté, la glasnost, la possibilité d'entreprendre, le pluralisme, la liberté religieuse et de la conscience. Et nous ne pouvons pas penser sérieusement de pouvoir réformer, de pouvoir donc
voir une Russie stable, démocratique, et se développe démocratiquement, tout ceci aurait été difficile. Voilà, ce sont des avantages, des plus. Merci, et en ce qui concerne des inconvénients, nous avons fait un échec de réformer l'Union soviétique. Nous avons eu du retard dans ce processus, et il y en a eu qui en ont profité, qui cherchaient à réaliser, à mettre en œuvre leurs propres ambitions. Merci Mikhail Gorbatchev. Je rappelle donc la publication donc de vos mémoires en langue française, Une vie de réforme aux éditions du Rocher. Tout à fait autre chose à Londres, la présentation des collections Printemps-été 98 avec les dernières frasques d'Alexander McQueen, provocateur en chef de la mode britannique, qui a allègrement bouleversé le train-train d'un prêt-à-porter quelque peu fadasse. Étienne Lénart en est revenu tout décoiffé. Les inconditionnels d'Alexander McQueen verront dans ces éclairs et ce tonnerre qui hier soir annonçait son défilé la métaphore la mieux adaptée au parcours vertigineux dans le monde de la haute couture de ce jeune homme de 29 ans. 2 fois par an, McQueen défile pour son propre compte, mettant son thème favori, la ville est une jungle, au service d'un insatiable goût de la provocation. Notre approche est très spontanée, nous aimons chaque fois être à la limite. Alors que les Français et les Américains, cela joue beaucoup plus classique. Tout se permettre, c'est ici au St. Martin's College de Londres que McQueen et avant lui John Galliano ont fait leur premier pas et appliqué la devise. Mais exploser aussi jeune et aussi vite, les enseignantes n'en sont toujours pas revenues. Non, j'aurais pas cru, non. Parce que, en fait, c'est pas mon style et... Oui, il avait du talent, mais je mentirais en vous disant que je savais qu'il allait très bien réussir. Après l'entracte, le déluge. Alexander McQueen théâtralise à merveille ce que ses détracteurs qualifiaient ce matin dans la presse britannique d'un vulgaire concours de t-shirts mouillés. Mais l'essentiel, on l'a compris, est là, faire réagir, dit McQueen, qui incarne sans doute mieux que quiconque aujourd'hui l'appétit créatif d'une Grande-Bretagne en mouvement. Après ces frivolités, retour à l'actualité économique et sociale. Les toutes prochaines journées s'annoncent rudes pour le gouvernement français avec la tenue de la conférence nationale sur l'emploi, les salaires et le temps de travail. Le ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, a répété hier que la position du gouvernement sur les modalités du passage aux 35 heures ne sera connue que le 10 octobre, le jour d'ouverture de cette conférence. Aujourd'hui, le CNPF a réitéré son opposition au principe d'une loi cadre sur la réduction du temps de travail, alors qu'au contraire, pour Olivier Vianney de la CGT, cette loi cadre est incontournable. Lionel Jospin était ce soir l'invité de nos confrères de TF1 et il est revenu sur les conditions précisément du passage aux 35 heures. Il ne s'agit pas de passer aux 35 heures tout de suite, immédiatement. C'est ensuite l'impulsion de l'État, il fixe un cap, c'est son aide, il peut donner des incitations fiscales à certaines entreprises qui auront plus de difficultés, qui seront plus exposées, ou surtout qui passeront plus vite à l'objectif. Et puis c'est aussi la négociation. Parce que moi, ce qui me réjouit dans cette conférence, c'est que, à nouveau, on retrouve un gouvernement qui a le souci de rencontrer les partenaires sociaux et de leur proposer des grands objectifs. C'est la démarche du gouvernement que je conduis. Ce soir à 22h35 sur France 2, première de l'émission Mots croisés. Invité ce soir, Dominique Strauss-Kahn et Édouard Balladur, que nous retrouvons en direct. Dominique Strauss-Kahn, bonsoir. On a même le sentiment que sur cette affaire des 35 heures, le gouvernement est en quelque sorte au pied du mur. C'est une grande affaire. C'est une grande affaire car la croissance est en train de revenir, mais nous savons tous qu'elle ne suffit pas. Donc il faut utiliser d'autres choses ou alors il faut renoncer. Et nous ne voulons pas renoncer. L'emploi est au prix d'innovation, notamment dans le domaine de la réduction du temps de travail. Donc vous avez raison, la conférence qui va se tenir le 10 octobre est très importante. Il y a différentes mesures sur les emplois pour les jeunes, sur les heures supplémentaires, sur les 35 heures. Tout ceci doit concourir à faire baisser le chômage. C'est notre direction, c'est notre but principal, peut-être même unique. Et donc tous les instruments que l'on peut envisager pour cela doivent être mis en œuvre. Merci Édouard Balladur. Je suppose que vous ne partagez pas le point de vue de votre interlocuteur de tout à l'heure sur cette question capitale de la réduction du temps de travail. Ce que vient de dire M. Strauss-Kahn est suffisamment général pour que je n'ai rien à
redire simplement une observation. Partout dans le monde, les pays qui luttent le mieux contre le chômage sont ceux où l'on ne réduit pas autoritairement la durée du travail, où l'on n'augmente pas les impôts, où l'on n'augmente pas les dépenses publiques et où l'on n'augmente pas le nombre des fonctionnaires. Alors, de deux choses l'une, ou bien le gouvernement va adopter une attitude d'incitation pour que les choses se fassent naturellement et progressivement, et chaque entreprise décidera ce qu'elle voudra faire. Ou bien il enfermera la négociation dans des délais de façon autoritaire, et je ne pense pas qu'on ira très loin de cette façon-là. Merci Edouard Balladur, nous n'allons pas engager le débat, bien sûr. Je renvoie donc à l'émission 22h35, Mots croisés, qui sera donc animée par Arlette Chabot et Alain Duhamel. À tout à l'heure, merci. Dernier journal, vers minuit, en compagnie de Bruno Roger-Petit, invité de Françoise Laborde. Demain, à 7h50 pour les 4 vérités, Frédéric Bredin, rapporteur de la loi sur la délinquance sexuelle. Bonne fête aux Michel. Dans un instant, la météo. Sophie Davant, ciel plutôt voilé au nord avec encore des risques de brouillard. Attention, soyez prudents. Soleil au sud. Demain à 13h, Patrick Chen, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très très bonne soirée.